Et à un moment donné, il a fallu qu'il me passe le bâton. C'était à l'unanimité que mes frères ont dit, elle peut. Donc nous-mêmes les femmes sortons déjà de cette léthargie-là, de ce féminisme lorsqu'il y a un problème, quand on dise je suis une femme, voilà les hommes, c'est d'abord là le premier problème. Quand vous venez vers les autorités, vers les chefs traditionnels, vous-même sachez déjà vos pouvoirs. Le code pénal, le code civil, ça ne coûte pas cher aujourd'hui. Et je crois que, dit même que peu après nous sortons de là, nous en sommes déjà sortis. Le code civil aujourd'hui met la femme et l'homme au même pied d'égalité, sur tous les plans. Sur le plan social, sur le plan civil, sur le plan pénal. Vous voulez encore quoi? Informez-vous, cultivez-vous. Cultivons-nous. Quelqu'un a parlé des veuves tout à l'heure. Je vais dire en tant que femme juriste, le sort qui est réservé à la veuve, c'est quoi? Le droit positif dit aujourd'hui que la veuve peut passer outre la coutume et aller devant, surtout si elle est mariée sur le régime monogamique. Elle va devant le juge civil et puis elle obtient ce jugement d'hérédité. Nul n'a besoin d'avoir les assises et les conseils de famille où les beaux-frères bloquent la veuve. Donc, pour celles qui sont mariées sous la monogamie, sachez-le, allez devant le juge avec votre acte de mariage, les actes des enfants, et puis le juge n'a qu'à constater, c'est un juge de fait. Dès que vous avez les actes de mariage et autres, vous entrez dans vos bénéfices de veuve. Pour celles qui sont dans les familles où on va vous dire la coutume vous tient, allez rencontrer les magistrats. Ils sont là pour vous. Aucun jugement d'hérité ne se fait à la chefferie. Le chef est juste la bonne personne pour vous orienter. C'est comme ça dans les chefferies, nous avons les notables de toutes les couches. Chez moi, par exemple, j'ai des juristes notables. Nous avons des notaires. Aujourd'hui, les chefferies ne sont plus ce qu'elles étaient avant. Les chefferies sont bien fournies de nos jours. C'est-à-dire que dans nos chefferies, il y a des personnes compétentes pour vous emmener où besoin sera. Quel que soit le milieu. Sur le plan foncier, nous avons des personnes qui travaillent au cadastre. Rapprochez-vous, ouvrez-vous. Et quand vous venez vers nous, les chefs traditionnels, informez-vous même déjà. Nous allons vous accompagner tout le temps. Donc moi, je dis que la première chose que les femmes font, c'est de rester dans le féminisme. Je suis une femme, je suis une victime, non? On a déjà tout fait pour vous consommer seulement. Et surtout, si elle n'a pas fait d'enfant. Vous savez, quand on n'a pas fait d'enfant, on se dit qu'on est sorcier, non? On dit qu'on est sorcier et que vous ne pouvez pas rester. Mais quand vous avez un problème avec la famille et que le chef n'est pas au courant, le chef va constater que peut-être vous êtes parti. Et peut-être, si par chance et que vous êtes éveillé, vous vous dites que bon, comme la famille me chasse, je vais vers le chef. Le chef trouve toujours une solution. Parce qu'on sait quand est-ce que tu es arrivé et qu'est-ce que tu as fait. Ce qui nous dérange, parce que bon, on se fâche et on se fait nous-mêmes violence. Nous partons, nous on ne dit même pas au revoir au chef. Le chef vient seulement constater. Les gens l'ont fait comment? Vous regardez et vous attendez la suite. La suite qui est quoi? Qui est qu'on a fait partir d'une personne qui a travaillé durant sa jeunesse. Et ça va comme ça peut-être étant vieille. Vous voyez ce que ça fait? On sait, on va la recevoir chez elle. Parce qu'on reçoit. Quand une veuve a des problèmes et que la famille ne veut plus de son assistance, elle vient en famille, nous créons de l'espace. À l'époque, ça ne se créait pas. Mais depuis l'aménagement des lois, comme le MICAF a formé et que le MICAF a tout dit, que vraiment les femmes, ils ont pas de quelle que soit la partie. Par
violence, que madame, la violence, c'est nous-mêmes qui créons la violence. Je vous dis toujours ça. Parce qu'à un moment donné, vous n'arrivez pas à vous maintenir, vous n'arrivez pas à vous contrôler. Ça fait donc que même si la personne allait céder sur ce que vous voulez, sur le terrain que vous disputez, le terrain du parent, ou bien le terrain d'un oncle, parce que parfois même c'est l'oncle qui a laissé le terrain, qui n'a pas fait d'enfant, que toi tu m'as investi, ou bien tu lui as donné l'homonyme, parce que ça joue souvent. Vous surnommez un monsieur qui n'a pas fait d'enfant, et ce monsieur se dit, dès que je pars, c'est mon homonyme qui s'installe. Quand votre homonyme arrive, au lieu d'aller vers le chef comme voilà, l'homonyme avait dit, ils se battent. Et quand ils finissent par se battre, on est obligé d'intervenir parce que l'homme voisin va arriver, va dire au chef, voilà, une famille qui se tue. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je vois que c'était la même violence. In village development associations, I don't see it. So I'm asking that what measures are taken by traditional leaders in ensuring that people are aware that men and women can equally lead village development associations, because I see only the men leading, even the youth village development associations. Ils ne peuvent pas s'entendre. Les deux ne peuvent pas s'entendre. Et qu'il y a violence, je crois que le chef intervient afin qu'il y ait entente entre les hommes et les femmes, les petites filles et les petits garçons. Quand ils vont même à l'école, vous voyez, ils se battent. L'autre peut faire mal. Et à un moment, les associations dans les villages, ce sont les hommes qui ont le lead, qui sont à la tête. Il y a pas de développement dans les villages. Pourquoi pas les femmes? C'est un peu ça. Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce que le comité traditionnel fait pour que la femme puisse aussi prendre le lead? C'est ça. Comme on a déjà des femmes chez traditionnelles. Le 8 mars, c'est les hommes qui y sont. C'est les hommes qui accompagnent les femmes pour pouvoir faire la fête. Donc quand vous parlez de violence, je n'arrive pas à comprendre. Je dis que vous-même vous faites violence. En ce moment, les hommes sont en train d'aller avec les femmes pour faire le 8 mars. Comment tu vas donc dire qu'il y a eu un problème? Je voulais répondre à la première qui a posé la question au niveau de savoir pourquoi dans certaines associations de développement on trouve plus d'hommes que de femmes. En réalité, il faut savoir que dans ces associations-là, avant, c'était un combat. Nous-mêmes, je vais vous prendre un exemple. Nous avons décidé au niveau du Fouzi de faire une association pour nous, les élus. Donc, chaque arrondissement devait faire sélectionner 3 personnes. On a été quand on s'est retrouvé là, il n'y avait que les hommes, il n'y a pas aucune femme. Donc, c'est pour dire que quand il y a des choses où on se bat là, les hommes sortent tellement les yeux que s'il n'y a pas un modérateur, ils vont prendre toutes les places. C'est pourquoi si vous avez lu les dernières dispositions sur la décentralisation, il y a les comités de quartier. Et là, c'est inclusif. C'est-à-dire qu'on a pensé aux handicapés là-dedans. C'est-à-dire, on a dit qu'il faut les femmes. Donc, quand nous on faisait comme quand j'étais dans mon quartier, on est obligé, on se met, bon, voilà, il y a cette place. Bon, les 3 hommes qui ont déjà discuté, ça va. Maintenant, il nous faut une femme. On met 2 femmes. Maintenant, il faut un handicapé. Donc, c'est que par les lois, on peut aller pour pouvoir sortir de là. Parce que si on laisse lancer comme ça, que chercher tout le monde, vous allez voir, les hommes vont parce que où il y a un peu quelque chose, un gibier devant, l'homme c'est un loup. Lui, il est prêt à se battre par rapport à ça. C'est vrai ce que vous avez dit, mais je crois que l'administration même est en train de gérer cela. Ça va venir petit à petit parce que nos comités de développement déjà sont en train de lutter
en comité de quartier pour pouvoir aussi intégrer cela. Et vous ne serez pas surpris que peut-être les femmes seront à la tête de ces associations. Bon, par rapport à la question sur si moi j'ai bien compris, bon, je crois que la femme, quand elle a fait des études et autres, a des possibilités d'avoir un crédit. Mais il lui faut le titre foncier, c'est le papier là qui compte. Vraiment, c'est quelque chose que moi je pense que le chef ne peut que être le médiateur. Parce que c'est un peu comme si un enfant part à la chasse, trouve un gros gibier, maintenant vient prendre donc les gens au village pour aller déterrer. Il faut seulement qu'elle revienne vers la chefferie pour s'asseoir avec ses frères. Parce que ce qui est sûr, n'ayant pas le titre foncier, ne peut pas avoir le prêt. Ça c'est clair. La banque, parce que la banque veut une garantie. Mais l'avoir aussi dans nos conditions, parce qu'on s'est dit, ne nous cachons rien. On sait que vraiment, dans toutes nos sociétés, le terrain n'est pas toujours l'affaire qu'on aime partager avec la femme. Et comme la dernière question nous l'a même dit, même quand elle part, ou elle part, qu'elle n'est plus de cette famille, elle quitte la famille A pour aller à la famille B. Même là-bas, dès que le mari on la chasse, vraiment, ça devient un problème épineux. Comme je disais, il faut vraiment qu'on essaye de conscientiser les gens, qu'on essaye de travailler pour que l'homme comprenne que la terre, ce n'est pas pour lui tout seul. Parce que tant qu'on ne va pas comprendre cela, moi je crois qu'on aura toujours ces quelques difficultés. Bon, donc, comme pour répondre à la dernière question qui disait qu'est-ce que nous, les chefs, on peut faire pour les veuves qui sont chassées. Je pense que, généralement, comme j'ai dit dans mon premier propos, quand un cas pareil arrive, on doit leur rappeler ce que la loi dit, puisque de toutes les façons, s'ils persistent, s'ils arrivent en justice, ils seront déboutés. Mais nous, au niveau de la chefferie, on essaie quand même d'attirer l'attention. Comme on joue avec tous les sensibilités, on sait que habituellement, dans la culture, dans nos traditions, on sait que la femme qui n'a pas de droit. Mais devant là-bas, elle aura droit. On essaie donc de ramener la femme et peut-être ses beaux-frères violents qui veulent tout s'accaparer, à s'asseoir et peut-être à faire un mauvais arrangement qui vaut mieux toujours qu'un bon procès. Donc ce n'est que ça que les chefs peuvent faire à ce niveau. Lorsqu'une femme a droit à la terre et tout de ce genre de problème, il faudrait savoir comment est-ce que vous faites. Je crois que c'est ça. La manière de penser. Maintenant, les choses évoluent. Et c'est pour cela que je parle beaucoup plus de l'éducation de la jeune fille et du jeune garçon. C'est là où tout commence. Lorsque ces enfants, les sont bien éduqués, bien encadrés, les problèmes seront moins dans l'avenir. Je m'appuie beaucoup sur ça. Je vais parler beaucoup plus des veuves dans mon pays. Beaucoup plus celles qui n'ont pas fait d'enfants. Véritablement, dans nos sociétés, dans nos villes, c'est tout également. La chefferie, c'est pour protéger beaucoup plus les plus faibles. Et je vais dire ça va dans le sens où les choses évoluent. À l'époque, il n'y avait pas de femmes chefs. Les femmes sont de la chef. Troisième degré. Deuxième degré, elle est là, et même premier degré. Mais dans certaines zones, c'est difficile d'entendre parler même de notables femmes. Oui, on ne veut même pas entendre des chefs. On était quelque part, on dit qu'on ne sait pas comment une femme peut gérer une chefferie. Nous, on était un peu dépassés. Mais je vais dire que les femmes, comme elles sont déjà, elles gèrent dans les chefferies. Elles vont donc ménager de telle manière que. Et la loi également va parler de tous les terrains. Elle n'a pas la parole. Elle est même déjà allée jusqu'à rencontrer le chef du village qui n'a pas trouvé de solution. Jusqu'aujourd'hui, ses neveux ont mis les terrains en location pour 10 ans. Pour plantation.
Moi, j'ai appelé le chef au téléphone, il n'a plus rien me dit. Je lui ai dit qu'il faut qu'il trouve une solution le plus tôt ça va devenir. Mais maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Merci. Non, il y a double vente au départ, n'est-ce pas? La première question, c'était les doubles ventes des jeunes. Bon, je pense qu'en ce moment, les ventes, je vous ai dit que les ventes à l'époque se faisaient entre 28 personnes. Ça veut donc dire quoi? Vous allez vers le vendeur, l'acheteur, ils font le deal entre les deux. Ça veut donc dire que le chef n'est pas au courant. Après, quelqu'un d'autre arrive, il revend. Mais quand vous constatez que vous êtes lésé, vous allez vers le chef. Vous lui faites comprendre qu'à telle période, avec le papier, parce qu'on ne parle pas de vente en bouche. Si on a vendu, ça veut donc dire qu'il y a une facture. Vous partez avec la facture vers le chef, il constate et il convoque les intéressés. Ils font une assise. Après, on essaie de voir qu'est-ce qui s'est passé. Et quand le chef n'est même pas impliqué, ça devient un problème parce que tu ne peux pas faire une vente. Avant, il y avait les abandons coutumiers, il n'y en a plus. Ça veut donc dire que c'est le chef seul chez qui vous devez partir avec votre vendeur. Le chef va vérifier si le terrain est vide. Et s'il y a quelqu'un d'autre, on arrête la procédure et on trouve une solution. Pour celui qui justement, votre argent, ce sera, on va rembourser parce que là, s'il le connaît, on se retrouve avec deux papiers. Deux ventes pour une seule personne qui a vendu un seul terrain à deux individus. On va trouver une solution. Vous savez que le terrain étant devenu rare, il arrive que un parent le vende et le fils aussi se sent obligé de placer le même terrain. Parfois, nous on revient encore voir le même parent. Ça devient compliqué. En réalité, ce n'est pas une situation intéressante, c'est l'escroquerie foncière. Il faut faire les choses par leur nom. Parce qu'une fois vendu, et c'est pourquoi on a souvent demandé à ceux qui veulent acheter le terrain, parce que la plupart de nos terrains ici sont situés, c'est-à-dire que les gens ont les titres fonciers. Donc quand vous voulez acheter, c'est chez le notaire. Et le notaire prend quand même la peine de voir tout cela. Maintenant, quand vous allez, parce que je sais qu'il y a des notaires qui se plaignent, permettez-moi de vous raconter aussi une anecdote comment j'ai vécu. Parce que j'ai un cousin qui avait un terrain, qui avait déjà placé son terrain, mais le monsieur qui avait acheté tardait à construire, et il y avait un autre qui voulait ce terrain-là tout de suite. Et il dit à mon cousin, vends-moi. L'autre il dit non, laisse ça. Moi, je suis prêt à doubler. Pourquoi? Parce que lui, il était prêt à voir et les magistrats et autres pour que lui, c'est sa vente qui va passer. Donc, parfois, dans la précarité que nous vivons, certaines personnes aussi profitent de cette faiblesse. Qu'est-ce que le pauvre, imaginez le pauvre cousin qui, lui, il a mangé cet argent depuis quelques années, il a même oublié, et on revient encore avec le double de cet argent. Je sais que nous tous qui sommes ici dans la salle, pas beaucoup vont refuser, parce que et il vous dit, j'en fais mon affaire, mais c'est le nom de qui sera devant, c'est son nom. C'est lui qui aurait fait la double vente et autres. Donc, c'est pour dire que c'est une affaire où l'acheteur doit vraiment se renseigner. On ne doit pas être naïf quand on veut verser autant d'argent, parce que vous savez, les terrains de la ville, c'est souvent 1 million, voire même parfois une dizaine de millions. Vous ne pouvez pas prendre des dizaines de millions et aller verser à quelqu'un pour commencer à gratter la tête et dire que c'est une double vente. Non. Vous devez les verser, vous allez chez le notaire va mieux vous édifier, puisque lui, il a tous les livres, il va aller là-bas, il va voir, il va vous dire c'est bon ou bien il y a déjà un litige dessus. Vous pouvez déjà ne pas tomber dans le piège. Mais bon, si vous vous sentez fort et que vous voulez tout plus ce terrain, vous faites comme l'acheteur de mon cousin l'a fait. Là, vous ne pouvez plus parler de double vente, c'est plutôt vous qui l'avez induit en erreur. Parce que
s'il prend cet argent que vous avez donné et il oublie d'aller rembourser au premier acheteur, bon, ça serait aussi un peu de votre faute. Pour les autres terrains, bon, c'est pourquoi je disais pour l'autre question qui concerne les terrains de la maman, je suis un peu mal placé parce que bon, si je comprends bien, le terrain n'est pas titré, c'est un terrain familial, c'est un terrain coutumier. Donc dans ce cas, vraiment, je crois qu'il faut suivre ce que le chef a dit, c'est-à-dire aller au niveau traditionnel, voir le chef traditionnel, lui et ses notables, essayer de faire tout pour amener ses enfants alors, parce qu'ils ne peuvent pas venir et hériter du terrain de la maman alors qu'elle-même est là encore. Donc c'est un peu ce que je voulais dire sur la décision. En tant que point focal, et nous allons lui passer la parole. Merci pour la parole donnée. Je voudrais d'abord organiser cette journée qui est importante pour nous, femmes du Minact. Je voudrais poser une question qui concerne les lieux. Bon, elle ne s'adresse pas particulièrement au thème, mais j'aimerais savoir, dans le cadre de l'encadrement de vos populations, est-ce que vous avez un mécanisme qui est mis en place pour éduquer ces populations-là à toutes les nouvelles mesures auxquelles nous venons de faire allusion? Ou alors vous attendez juste quand il y a un litige pour sensibiliser? Parce que je me dis quand même que c'est vous, l'arbitre, et c'est vous qui servez de relais entre l'administration et ses populations. Quand il y a des nouvelles lois, quand il y a des nouveaux textes, c'est à vous d'en faire bénéficier à vos populations en termes de formation ou alors de sensibilisation. Merci. Merci pour la question parce que ça nous permet, dans ce village, il y a des notables. Donc, à chaque période, 3 mois plus tard, chaque 3 mois, on se retrouve pour mieux sensibiliser la population. Donc, il y a des réunions à trimestre. Il y a des réunions, à peu près comme nous préparons au 8 mars. Chaque village est sensibilisé par rapport à l'événement. Pour cette raison, je voulais dire que les hommes de chez moi, j'ai 17 villages, mais eux tous, ils se retrouvent. En ce moment, ils vont vers là où on a un point focal, parce que là, on choisit un village qui doit porter la fête. Ce qui fait donc demain, il a une causerie éducative dans ce sens-là. Donc la population est mieux étayée. Vendre le terrain en ce moment, c'est un peu difficile au village parce que là, nous sensibilisons. Quand il y a même une possibilité, parce que les gens viennent toujours, parce que nous sommes à Couvent, je suis à côté de la guerre. Tu te retrouves avec un étranger qui veut prendre le terrain, sans toutefois que tu sois au courant. Et quand tu es au courant, tu essaies d'appeler les intéressés. Tu dis, bon, est-ce que les enfants sont au courant des enfants? Tu appelles les enfants. Est-ce que tu les appelles comme ça pour mieux comprendre? Donc, il y a une bonne sensibilisation qui se passe pour qu'il n'y ait pas de dérapage. À mon niveau, je crois que c'est comme ça que je procède à tout. Et chaque fois, je suis dans tous les villages pour pouvoir comprendre leurs soucis et comment on peut gérer ça. Des gens qui nous proviennent de plusieurs ministères, a dit que ceux qui viennent sensibiliser sur le plan de la santé, c'est le cas chez nous à Moko. Dernièrement, on a eu les ONG qui venaient pour la protection des femmes, la lutte contre le cancer du col de l'utérus par exemple. Nous avons regroupé les femmes à l'esplanade de la chefferie, ça a été fait. Nous avons des ONG de lutte pour les droits des femmes. C'est-à-dire que généralement nous les accueillons et puis nous réunissons les femmes. Chez nous, comme la journée d'investissement humain, c'est le mercredi, généralement ces femmes sont à la maison, nous les regroupons et puis nous le faisons. Donc c'est de façon sporadique.
c'est même le lieu ici de dire à l'administration que nous en voulons un peu plus. Parce que ces mamans-là sortent de là tout le temps, toujours un peu grandies. Je les vois souvent très satisfaites. Elles ont besoin davantage de sensibilisation. Nous-mêmes, les chefs, nous le faisons. Mais c'est encore mieux quand c'est avec quand c'est les experts dans certains domaines qui viennent le faire sur le terrain. Ça nous donne un peu plus de poids, un peu plus de tonus. Moi, par exemple, je suis juriste. Je ne veux pas souvent être tout le temps juge et parti. Je suis souvent fier d'être accompagné par certains organismes de lutte et de droits des femmes. C'est-à-dire que nous interpellons les pouvoirs publics même ici à davantage nous programmer. C'est-à-dire que faire les descentes dans les chefferies tout le temps, ça va venir une fois de plus informer les femmes sur ce qu'elles ignorent. Je vais revenir un peu en arrière sur les questions qui ont été posées tout à l'heure pour la dame qui se plaignait pour sa maman. Si sa maman se retrouve aujourd'hui à la merci de ses neveux, comme Majesté disait tout à l'heure, qu'elle se rapproche de la chefferie va mener une enquête civile et procès verbal lui sera remis. Parce que quand une chefferie met une enquête sur une famille, sur la lignée, l'arbre généalogique, les notables signent et puis on monte un document qu'on appelle enquête civile. On tient procès verbal et puis ce procès verbal peut être présenté par devant toutes les autorités compétentes pour la faire entrer dans ses droits de veuve. Pour l'autre qui parlait de double vente par exemple, vous avez un document d'achat de terrain. S'il n'a même pas été fait par devant le chef, il n'est même pas valable. Ce document ne représente qu'une règle de créance. C'est-à-dire qu'il démontre que vous avez versé l'argent chez un chef, chez un propriétaire terrien. Et cet argent doit vous être retourné. Si vous avez versé l'argent en 2022, par exemple, et que par après quelqu'un d'autre a versé l'argent devant le chef en 2025, ou bien devant les autorités compétentes, c'est cette vente-là qui est valable. Parce qu'elle est authentique. La vôtre, même si elle a été faite en 2020, et que ça a été fait de gré à gré, sous sein privé, la vente-là n'est pas utile. Puisque la loi nous dit que pour acheter un terrain, avant, la loi qui venait retirer le certificat d'abandon de droit coutumier chez Ferry, c'est devant un chef de village ou de quartier, ou bien alors devant un notaire sur le terrain tiré. Lorsque vous l'avez fait entre vous au quartier, là, le document que vous avez entre les mains est une lettre de créance. Allez dans une gendarmerie, porter plainte contre ce propriétaire terrien qui vous rembourse. Mais si vous avez un document authentique, vous avez acheté devant un chef à l'époque et que votre vente est plus ancienne, allez revendiquer, on va vous remettre ce terrain. Soit on va le prendre pour escroquerie foncière, c'est tout. Je crois que là j'ai essayé de faire. Merci. Je voudrais passer la parole au monsieur le secrétaire général. Je sais pas si... Qui portait sur deux segments. Le rôle des chefs traditionnels dans la lutte contre les violences faites aux femmes et le rôle des chefs traditionnels en lien avec la protection des droits fonciers coutumiers des femmes. Il s'agit de deux problématiques importantes qui font l'objet également des débats dans la société aujourd'hui, avec le rôle prépondérant que la femme voit également dans notre société. Je voudrais une fois de plus vous remercier. Je remercie également la modératrice, Madame l'inspecteur général, pour la parfaite tenue de cette table ronde. Globalement, ce que je pourrais dire, s'agissant du rôle des chefs traditionnels dans la lutte contre les violences faites aux femmes, c'est qu'il faudrait, lorsqu'on parle des violences faites aux femmes, faire d'abord la typologie des violences faites aux femmes. C'est important de revenir là-dessus lorsqu'on adresse cette problématique. Donc nous avons des violences physiques, nous avons des violences morales, nous avons des violences verbales, et nous avons les autres types de violences, en réalité, qui se traduisent soit par l'exclusion des femmes des processus liés au partage familial, à l'héritage, soit la non-scolarisation des femmes. Ça aussi, c'est des types de violences. Et donc, lorsqu'on a circonscrit ces différents types de violences-là, il me semble également important de rappeler les conséquences de ces violences-là. Les conséquences les plus graves aujourd'hui sont celles que nous connaissons, c'est que nous avons une aggravation des féminicides, pour ce qui est des violences physiques.
les dernières statistiques font état de près de 90 femmes qui seraient décédées au cours du second semestre de l'année 2024 en raison des féminicides. C'est un chiffre qui est croissant d'année en année et qui démontre à suffisance que les violences faites aux femmes sont un phénomène fréquent dans notre société. Pour ce qui est des violences verbales, morales, elles sont parfois très dangereuses aussi, hein, parce qu'elles atteignent l'homme. Elles atteignent l'homme dans sa dignité et la femme dans sa dignité. Et beaucoup de femmes subissent également ces violences au quotidien. Ça part des injures, pour celles qui n'ont pas accouché. Je crois que le chef a très bien dit tout à l'heure que parfois on les traite de sorcières. Pour celles qui ont parfois eu des enfants, elles sont traitées de tous les maux. Pour les veuves, parfois, elles sont presque chassées. Elles sont presque chassées du patrimoine de leur époux, alors qu'elles sont également des usufruitières. Parce que ce qu'on oublie, c'est que quand un homme décède, il laisse une épouse, il laisse des enfants. Il y a les enfants, il y aura un administrateur des biens, mais la femme est quand même usufruitière. Lorsqu'un homme décède et qu'il avait une pension ou un salaire, la femme a une quotité de cette pension-là. La femme a une quotité de cette pension-là, ou une quotité général du ministère de l'administration territoriale, mesdames les inspecteurs, mesdames et messieurs les directeurs, chères sœurs, chers invités, mesdames et messieurs. La Journée internationale de la femme, également appelée Journée internationale des droits des femmes dans certains pays, sera célébrée le 8 mars 2025. Cette journée traduit l'engagement de la communauté internationale à trouver une solution aux inégalités entre les hommes et les femmes. Elle est donc une occasion de sensibilisation, de plaidoyer, pour rappeler que les femmes sont des êtres humains et des citoyennes à part entière. Le Cameroun, à l'instar des autres pays du monde, va célébrer la 40e édition de la Journée internationale de la femme sous le thème « Pour toutes les femmes et filles, droit, égalité, autonomisation ». Dans un contexte marqué au plan international par l'évaluation et la déclaration du programme d'action de Beijing après leur adoption, mais aussi des 10 ans d'implémentation des objectifs de développement durable de l'agenda 2030 des Nations Unies, l'on ne saurait oublier la nécessité de renforcer la cohésion sociale et le processus de décentralisation, de reconstruction des régions touchées par des crises sécuritaires et humanitaires, la gestion des causes et effets des changements climatiques, la mitigation des persécutions, des conflits mondiaux dans les circuits d'approvisionnement en intrants et les prix de certains biens de grande consommation. Au plan national, on peut relever la mise en œuvre de la politique nationale du genre avec un accent sur la lutte contre les violences basées sur le genre et l'amélioration de la participation de la femme à la vie politique ainsi qu'à son autonomisation. Au demeurant, au cours des années 2023 et 2024, de nombreux féminicides ont rythmé l'actualité de notre pays. À cet égard, garant du maintien de l'ordre public, le ministre de l'administration territoriale prône des relations familiales basées sur le dialogue, gage de la paix, du respect de l'autre et partant du maintien de l'ordre public ainsi que la protection des droits fonciers et coutumiers à travers les auxiliaires de l'administration que sont les chefs traditionnels. L'appropriation de ce thème général nous conduit à sa contextualisation dans certaines missions régaliennes du ministère de l'administration territoriale, à savoir le maintien de l'ordre public, les chefferies traditionnelles, d'où le thème « Le rôle des chefs traditionnels dans la lutte contre les violences faites aux femmes
et la protection des droits fonciers coutumiers. Nous percevons dès lors le fil conducteur des choix de nos panélistes, à savoir Sa Majesté Niaolo Modorégine, chef de 2e degré de Sault-Centre, département d'Union et Founou, région du Centre, Sa Majesté Atedjoué Jean-Michel, chef traditionnel de 3e degré à Mélène, Foundi Centre, région du Centre. En vous remerciant de l'aimable attention que vous voudrez bien leur accorder, je voudrais à présent passer la parole à Sa Majesté Niaolo Modorégine. On fait comme si on était un endroit où très lugubre. Nous préparons une fête, la fête qui nous concerne. Vous m'allez? Ah, merci, merci beaucoup. Bon, la date que nous avons aujourd'hui concerne notre fête le 8 mars, qui est la 40e édition. C'est une fête qui se passe régulièrement, qui est déjà de coutume pour nous. À chaque 8 mars, nous attendons quand même nous réunir afin de voir comment on peut poser. Parce que là, le 8 mars, ce n'est seulement pas le pain, c'est à poser. Ce sont ces causeries-là qui nous permettent d'avancer. Ce sont ces causeries-là qui nous permettent de nous réunir, de se connaître. Parce que, avec ça, nous sommes obligés. En ce moment, vous n'allez plus me voir à la ville à Yaoundé. Moi, je suis au village. Quand vous allez me voir à Yaoundé, on va se dire que bon, voilà la mère qui a intervenu. Bon, nous serons déjà une famille, non? Voilà. Ce qui fait donc qu'aujourd'hui, nous avons le thème par rapport à la situation de la violence. La violence qui n'est pas un fait bien. C'est pas très bien à entendre quand on parle de violence. La violence au niveau des femmes, la violence au niveau des enfants, des filles, vraiment, c'est pas bon. Ça nous permet d'avoir un cœur un peu plus, pas un cœur très sérieux. Quand tu vois ta fille qui part et qui ne revient pas vite, tu te poses des questions. Qu'est-ce que la personne, l'enfant a eu? Qu'est-ce que la maman a eu au moment où elle ne revient pas de la sortie qu'elle a elle-même elle a voulu faire? Ce qui fait donc cette violence au niveau de la chefferie. La chefferie est une institution qui permet d'encadrer, qui permet d'encourager, qui permet de dynamiser la population. Quand il y a un choc, la personne est obligée de venir auprès du chef afin de trouver une solution. Une solution idoine. Je crois que Madame la modératrice, à ce niveau-là, on peut d'abord suivre comment les choses ont évolué, parce qu'on a bien dit ce que nous recherchons au niveau de la table ronde. Merci. Vous allez terminer votre intervention et ensuite on va passer la parole au deuxième. Permet à chaque femme de pouvoir mieux comprendre. Ce n'est pas le jour du défilé qu'il faut s'oublier, non. C'est pour cette raison que le MENAC a préféré nous réunir pour qu'ensemble, on essaie d'étudier. Après la fête, avant la fête, qu'est-ce qu'on devient? C'est pour cette raison que nous sommes là. Mais puisqu'on parle de violence, la violence, c'est de deux caractères. Violence physique, violence par des mots. Ça fait que quand il y a une violence physique, nous voyons comment il y a des blessures, il y a une attaque d'une personne à une autre, peut-être d'un homme contre une femme. Ça fait une violence physique. Un homme peut aussi vous dire un mot choquant que vous ne méritez pas entendre.
ça fait une haine. La violence peineuse, donc, n'attaque pas des paroles. C'est pour ça que je vous demande qu'à chaque fois quand il y a violence, de se calmer, de savoir comment gérer la violence là. Parce que quand quelqu'un est violent devant vous, si vous vous laissez aller, il va vous faire mal. Par contre, si vous vous calmez et vous le regardez, la personne aura honte de réagir. Il sera obligé de faire comme vous. Mais s'il est méchant, il va aller avec sa méchanceté et parce que vous êtes toujours là et il va vous faire mal. Pour cette raison que je vous prie, vous femmes, d'être un peu conciliant, d'être un peu réfléchi, d'être attentive même, parce qu'il faut avoir peur de certaines choses. Quand c'est quelqu'un vous dit même un mot qui n'est pas bien, s'il vous plaît, arrangez-vous à ne pas réagir comme lui. Merci. Dominante, nous avoir fait ainsi on a de vous inviter, parce que ce n'est pas chaque jour que les chefs que nous sommes, je suis votre voisin, juste de l'autre côté du lac. Ce n'est pas chaque jour qu'on a donc la chance d'être dans cette grande salle et de pouvoir échanger avec vous. Comme Madame Béatrice a dit, je suis majesté attribuée et suis le président des chefs traditionnels de M6. Le terme qui nous réunit aujourd'hui, je pense que Majesté le chef du gouvernement vous a bien entretenu par rapport aux violences faites aux femmes. Je ne pourrais plus revenir parce qu'elle a dit un peu ce que j'avais à dire aussi. Mais je veux m'appesantir plus sur le droit sur la terre. Parce que vous savez, nous, les Yaoundé, c'est le véritable problème que nous avons, que nous vivons. On le vit dans notre sang, dans notre chair. Donc, si nous les hommes déjà, c'est très compliqué, vous pouvez imaginer pour nos sœurs et nos femmes. Donc, en commençant déjà dès le début, la culture, la tradition n'a pas beaucoup gâté les femmes, pour dire la vérité. Parce que lorsque nos parents, nos arrière-grands-parents étaient, ils n'avaient pas pensé que la femme pouvait avoir droit à une parcelle de terrain. C'est-à-dire quand un père partageait son terrain, c'était les enfants mâles, c'est ce qu'on disait les hommes. Donc, quand on lui demandait là combien d'enfants, il a dit combien d'hommes, 4. C'est à eux que revenait le terrain qu'il allait partager. Pourquoi? Parce que la femme, on se disait qu'elle était de passage. On élevait la femme pour qu'elle aille dans une autre famille. Donc, le terrain faisant partie du patrimoine, on voyait très mal comment le donner à une personne qui allait l'emporter. Donc, c'était même diminuer notre patrimoine que de lui donner une parcelle de terrain. C'est pourquoi nos parents n'ont pas souvent pensé que leurs filles, qu'ils aimaient parfois, vu que les garçons pouvaient hériter d'une parcelle de terrain. Bon, ce qui a donc fait que lorsque l'ordonnance de 114 a donné, je crois que ça a donné encore tous les droits, puisqu'on a dit tout le monde peut maintenant avoir droit à la terre, cela a fait en sorte que beaucoup de parents ont commencé à revoir leurs anciennes idées. Et on a donc commencé à voir des femmes qui pouvaient aussi aspirer à avoir des terrains. Mais même à notre époque-là, il y a des femmes qui se battaient et qui avaient des terrains. Moi, j'ai un exemple particulier dans ma famille. Ma tante, elle était ce qu'on appelait avant des Bamsam. Ça, c'est l'histoire des années 60. Elle était une Bamsam, elle était très dynamique. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle n'ayant pas eu le terrain de son père, elle réachetait les terrains que ses frères vendaient. C'est-à-dire, quand elle apprenait que son frère a vendu le terrain à Paul, elle venait la nuit menacer Paul, a dit que ça c'est au terrain de mon père, on ne va pas t'amener combien? 100 000, voici tes 100 000. Je ne veux pas voir tes pieds là. Et elle partait construire sur ce terrain-là. Si bien que
à sa mort, elle avait plus d'une quinzaine de maisons, alors que certains de ses frères n'avaient que la leur. Donc, ce qui faisait en sorte que nous-mêmes, on lorgnait plus de son côté là, alors qu'elle, à l'origine, n'avait pas eu de parcelle de terrain, mais à force de se battre et de réacheter les terrains, elle a pu nous laisser. Et c'est à nous, c'est neveu qu'elle a laissé toutes ces maisons parce qu'elle n'a pas fait d'enfant malheureusement. Donc quand elle sentait qu'elle allait partir, elle a fait un testament et elle a donné à tous les enfants de ses frères et certains de mes cousins qui n'avaient même pas de terrain du côté de leur père ont une maison grâce à elle aujourd'hui. Donc, si on peut dire par rapport au vécu, ce que nous vivons, comme je vous ai dit, il y a vraiment beaucoup de problèmes de terrain au niveau des discussions, les gens se discutent des mètres carrés et tout. Vous pouvez imaginer, quand vous quittez Mélène, en descendant de Edgefa et autres, c'est la catastrophe. Comment ça se passe donc avec les femmes au niveau des frères et sœurs? Parce que malgré le fait que la loi nous impose que chaque enfant est héritier de son parent, donc on doit se partager en part égale ces terrains-là. Il arrive toujours que ces deux frères pensent que leurs sœurs doivent partir, qu'elles n'ont rien à voir là-dedans. Ce qui fait en sorte qu'il y a toujours des problèmes qui arrivent jusqu'à la chefferie, parce que c'est le chef qui devient maintenant un peu le modérateur qui doit un peu essayer. Sa Majesté a parlé de la violence. La chefferie, pour elle, est une institution qui permet d'encadrer, de dynamiser les populations. Et partout ailleurs, quand il y a problème, tout le monde se rabat à la chefferie traditionnelle. Mais elle proscrit la violence. Et il y a plusieurs types de violence. La violence peut être physique, elle peut être verbale. Et le conseil qu'elle prodigue, c'est qu'en cas de violence, il faut avoir un tempérament calme. Ne pas répondre à celui qui fait de la violence. En ce qui concerne le problème de terre, tout le monde sait qu'au niveau coutumier, les problèmes de terre existent toujours parce que les femmes ne sont pas souvent privilégiées par rapport aux garçons. Quand il y a un terrain, les parents préfèrent donner plus à l'homme que de donner à la femme. Avec les ordonnances de 1974 qui ont été modifiées, il y a eu une évolution pour que la fille ait les mêmes droits que le garçon. Mais jusque-là, ça ne passe pas beaucoup, ce n'est pas beaucoup tenu en compte. La discrimination continue. Et la proposition qu'il a faite, c'est qu'il faut qu'une éducation citoyenne se mette de plus en plus en place pour que cette égalité entre l'homme et la femme au moment des partages soit réelle, malgré que les attitudes sont un peu rétrogrades et qu'elles ne... Je suis Sa Majesté Abdou Cosmas. Je suis parfaitement d'accord avec mes collègues qui viennent de passer tout à l'heure. Mais ce que je vais davantage dire, c'est qu'il faut privilégier l'éducation de la jeune fille. Parce que c'est par là que tout commence. Et c'est par là que tout débute. Parce que lorsque la jeune fille est bien éduquée et instruite, elle n'aura pas vraiment, elle ne sera pas tuée au sein de la famille. Donc la première chose à faire, c'est l'éducation de la jeune fille. Il faut vraiment qu'on s'attarde et protéger la jeune fille. Parce que présentement, on voit beaucoup de dérapages. Il y a trop laissé aller. On doit trop nos enfants. Et c'est ce qui fait que l'éducation qu'on a actuellement, j'ai l'impression que nos parents avaient réussi auparavant. Et que nous sommes en train d'échouer parce qu'on copie, je dirais d'une manière un peu hasardeuse, ce qui se passe de l'autre côté. Vraiment, les traditions ne sont pas mauvaises. Nos us et coutumes
À l'époque, ils ont bien réfléchi. Mais maintenant, réfléchissons comment est-ce que nous pouvons adapter avec nos réalités. Concernant les violences commencent d'abord au sein de la famille, devant le père, devant la mère. C'est là où les véritables violences commencent, parce qu'il faut regarder le jeune quand il est là, à plus de 15 ans, 16 ans, 20 ans. Mais la violence commence étant tout petit. Et en ce moment-là, le père et la mère ne font rien. Et le petit junior, ou bien le petit, on appelle encore comment? Petit papa, il est bien grandi comme ça, là, il tape ceci, fait ceci, il prend le coupé. Personne ne dit rien. Il grandit jusqu'à ce qu'il devienne grand. Et il commence à maternel. La première personne, la première victime, c'est la maman. Après les petites soeurs, après la petite. Après les grandes soeurs, ce sera la maman. Et après, le papa va subir. C'est pour dire que nous devons être très regardants. C'est vrai que beaucoup de choses nous échappent avec le monde planétaire que nous vivons. Les parents n'arrivent plus à contrôler ce que les enfants voient. Vous avez un téléphone, vous n'arrivez pas à le manipuler. C'est votre enfant de l'école primaire qui sait comment l'allumer, comment chercher le WhatsApp, ainsi. Nous, on ne connaît pas. Concernant le problème de terrain, là aussi, je considère également que c'est un problème d'éducation. La femme, au même pied que le garçon, je vais dire la jeune fille au même pied que le garçon, sont égaux. Mais nos traditions avaient pensé, nous voyons beaucoup plus le mariage de la jeune fille. Mais si jamais le mariage ne marche pas, elle revient et elle peut récupérer l'héritage de ses parents. Mais on n'avait pas pensé à ce qu'elle aille en mariage et ayant une parcelle de terrain, bon, on se disait que c'était une injustice. Parce que la loi qui dit lorsque la femme est mariée, elle est issue 8 tiers de son mari. Bon, on n'avait pas pensé à ça. Mais les bêtises, si on prend ça, les traditions ont compris ça d'une autre manière. Lorsque le mariage ne s'est pas bien passé, on encadre plutôt les enfants de nos soeurs, c'est-à-dire nos neveux. Et quand dans nos traditions, on considère plus que nos propres enfants. Parce que lorsque votre neveu revient et qu'il a besoin de quelque chose chez son oncle, il a la priorité par rapport à votre enfant. Voilà à peu près comment est-ce que nos traditions ont essayé de résoudre ce genre de problème beaucoup plus de terre. Je vous remercie. Il va s'exprimer, mais avant je voudrais d'abord prendre une série même de 3 questions. Est-ce qu'il y a des questions ici? Nous commençons ici. Le droit que nous pouvons évoquer par rapport à la thématique de ce jour portera essentiellement sur la protection des droits fonciers coutumiers des femmes. Parce que comme l'a si bien relevé Majesté Atezoa de l'arrondissement de Yaoundé 6, les femmes sont de plus en plus victimes de la violation de leurs droits fonciers coutumiers, pourtant consacrés par la Constitution, notamment l'égalité de l'accès à la terre. Alors, quelles sont les dispositions, que ce soit textuelles, qui ont été prises par les pouvoirs publics? Nous avons les ordonnances de 1974 qui ont été modifiées. Nous avons également le rôle joué par les chefs traditionnels dans la répartition des terres. Et lors de la dernière semaine foncière organisée par le MINCAF, il était question, l'une des recommandations fortes a été que les chefs traditionnels mettent l'accent sur les droits fonciers
coutumier des femmes. Pour l'instant, je vais m'arrêter là en attendant que la parole me soit donnée à nouveau. Merci. J'ai pris les taureaux par les cornes relativement à ce qui se passe là aujourd'hui. Pour le mot que je voudrais apporter relativement au thème que je n'ai même pas et je n'ai pas préparé. Nous savons que les femmes sont exclues des matières foncières. Alors, les hommes ont tendance à s'accaparer du bien foncier, dont la répartition des terres est souvent très injuste. Mais les femmes ont aussi droit dans les familles. Les femmes ont aussi droit à une partie du bâtiment foncier. C'est ce que les hommes ignorent. Pourquoi elles sont de plus en plus exclues. Donc nous, elles vont donc subir un certain nombre d'arbres au sein de leur famille. Elles sont toujours menacées parce que les hommes ont tendance à s'imposer, ont tendance à tout prendre sans penser aussi à leurs sœurs, sans penser aux femmes qui disent que de plus en plus elles vont aller en mariage dont elles n'ont pas